Bonjour et bienvenue dans les 4V, Xavier Bonjour. Bertrand. Nous voici donc dans ce que les sportifs appellent le Money Time, le moment décisif, celui où on va savoir si oui ou non la réforme des retraites va être validée ou censurée par le Conseil constitutionnel. On va y venir dans un instant, mais avant, je voudrais qu'on se parle de la situation à Taïwan, parce qu'on s'inquiète ce matin. Les autorités taïwanaises ont encore repéré 9 navires de guerre il y a quelques heures, 26 aéronefs. La Chine multiplie les exercices militaires agressifs pour ce qu'elle considère être toujours sa province. Emmanuel Macron a estimé lors de son voyage en Chine la semaine dernière que l'Europe ne doit pas se laisser entraîner dans des crises qui ne sont pas les siennes. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Non. L'intégrité de Taïwan ne peut pas être remise en cause par la Chine. Et c'est la position de l'Union européenne, mais aussi de la communauté internationale. Et heureusement que nous n'avons pas tenu ce raisonnement-là pour l'Ukraine avec la Russie. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que la place de la France, la voix de la France, ça doit toujours être, c'est vrai, l'indépendance, mais ne pas être dupe de ce que veulent les Chinois. Et donc, on doit être du côté de Taïwan, bien évidemment. Pour vous, il y a un parallèle possible entre l'Ukraine, la situation en Ukraine par rapport à la Russie, et Taïwan par rapport à la Chine ? Si on avait écouté M. Poutine, c'était le même parallèle. Ce n'est pas vos affaires, ce sont les nôtres. Non, c'est l'affaire de la paix, c'est l'affaire du respect d'États souverains. Et encore une fois, c'est à la communauté internationale de dire non aux Chinois. Quitte à prendre le risque d'une guerre avec la Chine ? Une chose est certaine, si vous pensez que si on les laisse faire, ils s'arrêteraient là. Parce que c'est aussi la position de la France et l'intérêt de la France. On est présent également dans l'Indo-Pacifique. Et donc nous devons absolument, encore une fois, rappeler ce qu'est le droit international. C'est compliqué à une époque où tout semble malmené, tout cela, mais il y a des principes et il faut s'y tenir. On va parler donc de cette réforme des retraites avec la décision du Conseil constitutionnel attendue pour vendredi. Quel est votre souhait, au fond, vous qui êtes opposé à cette réforme des retraites ? Est-ce que c'est que le Conseil constitutionnel mette un carton rouge et qu'on passe à autre chose ? C'était très clair ce que disait M. de Rosier ce matin sur votre plateau. À 7h15. Vraiment très clair. Il pointait les différents scénarios, mais surtout, il y a des risques. Il y a des risques dans ce texte, c'est vrai que ça a été souligné. Tout ce qui vient corriger, adoucir le passage aux 64 ans, notamment sur l'emploi des seniors, l'index senior, le contrat de travail, le CDI senior, on sait qu'il y a une question. Mais moi, il y a un autre sujet sur lequel j'attends une position très claire du Conseil constitutionnel. Lequel ? C'est la question du respect du principe d'égalité devant la loi. Parce qu'il y a eu dans ce texte une disposition invraisemblable portée par le gouvernement de Mme Borne. C'est-à-dire que, vous savez, avant 20-21 ans, quand vous avez commencé à travailler à 14 ans, 44 ans de cotisation, à 15 ans, 43 ans, à 16 ans, on revient à 44 ans. Et pour moi, sur ce point, c'est une injustice flagrante et j'attends que le Conseil constitutionnel nous dise clairement sur ce respect du principe de l'égalité devant la loi, ce qu'il en est. Vous, ce que vous voulez, c'est que tous ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans partent après 43 annuités. C'est l'un des points de mon opposition à cette réforme des retraites et j'attends sur cette disposition précise le respect du principe d'égalité devant la loi, qui est l'un des points les plus importants dans notre droit français, qui est l'un des points sur lesquels le Conseil constitutionnel a toujours réaffirmé son attachement, qu'il nous dise clairement les choses. Si le Conseil constitutionnel valide la loi ou la plus grande partie de cette loi, est-ce que les manifestations devront cesser ? Tout le monde devra respecter la décision du Conseil constitutionnel. Y compris les syndicats. C'est notre cour souveraine. Mais quand vous entendez les propos de Laurent Berger, il n'a jamais remis en cause ni l'existence du Conseil constitutionnel, ni aussi les choix souverains qui seront faits par le Conseil constitutionnel. Mais une chose est certaine, je suis comme tout le monde, on est un peu dans l'attente, un peu en apesanteur sur cette réforme des retraites pour savoir ce que va décider le Conseil constitutionnel, mais la décision ne changera rien au traumatisme qu'il y a dans le pays. Crise démocratique, vous diriez, vous aussi, comme Laurent Berger, ou pas ? Crise politique, déjà. Oui. Le gouvernement n'a pas de majorité aujourd'hui pour faire voter les textes importants. Crise sociale, parce que dans ce que disait aussi Axel de Tarlé, ce qu'il faut bien voir aujourd'hui... Je vois que vous avez tout écouté attentivement, je vous félicite. Oui. Il n'y a pas seulement une remise en cause de l'allongement du temps de travail, il y a le rapport au travail. Regardez, le taux de chômage baisse dans notre pays, l'emploi, mais avoir un emploi, ça ne suffit pas. Il y a tant de gens qui ont un emploi qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est la question des revenus du travail. Les travailleurs pauvres. C'est la question, mais ils sont énormément dans notre pays et quasiment personne n'en parle. Les invisibles, les travailleurs de seconde ligne, on en a beaucoup parlé au moment de la crise Covid. Et aujourd'hui, c'est à nouveau les oubliés. Donc il y a la question du partage de la valeur. Toutes ces questions-là, elles sont incontournables et il faudra les engager très vite. Est-ce que cette crise sociale ne nous montre pas aussi sur un volet politique que nos institutions ont fait leur temps ? Vous l'avez dit, il n'y a pas de majorité, le pays semble ingouvernable. Est-ce qu'il faut revoir la Ve République ? Non, moi je pense que c'est la pratique institutionnelle, la pratique des institutions. Le gouvernement n'a pas de majorité aujourd'hui, pas de majorité absolue, c'est les Français qui l'ont voulu. Ils ont voté
pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, clairement, parce qu'il ne voulait pas de Mme Le Pen et de ses insuffisants. Mais ils l'ont mis en tête au premier tour. Ils ont voté pour lui. Ouais. Ils ont voté pour lui. Non, mais attendez, la légitimité du président, personne ne peut la remettre en cause. Et puis il y avait l'Ukraine en disant, au moment où il y a l'Ukraine, pas de changement. Très bien. Mais aux législatives, ils ont dit, c'est pas la même histoire. Ils lui ont pas donné la majorité absolue. Et s'il veut avoir une majorité absolue, ce sont les Républicains qui peuvent l'apporter, mais attention. Alors justement. Tous les Républicains. Justement. Est-ce qu'il faut que les Républicains participent à un gouvernement, passent un pacte de gouvernement avec Emmanuel Macron, oui ou non? Est-ce que vous y êtes favorable? Si c'est pour faire la même politique, certainement pas. Certainement pas, Thomas Soto. Le problème de fond, c'est qu'il faut une nouvelle méthode, basée sur le dialogue social, trouver des solutions avec les partenaires sociaux qui ont fait la preuve de leur esprit de responsabilité et pas seulement Laurent Berger. Mais en revanche, vous dites, oui, parlons-nous, voyons s'il y a un chemin. Non, le président de la République a répondu à cela en 2002. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il y a chez les Républicains deux sensibilités. Il y a ceux qui étaient d'accord pour voter la réforme telle qu'elle a été présentée par le gouvernement. Il y a ceux qui n'étaient pas d'accord parce que cette réforme était trop injuste, j'en fais partie. Il y a tous ceux qui ont beaucoup changé d'avis. Oui, puis il y a même aussi une troisième catégorie, c'est ceux dont on ne connaît pas la position. Ouais. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui refusaient cette réforme telle qu'elle était présentée, même si je pense qu'il faut accepter de travailler plus longtemps. Et d'ailleurs, les LR vont devoir apprendre à vivre avec ces deux sensibilités. C'est incontournable. Mais pour le reste, très clairement, ce qu'il nous faut, c'est une autre méthode et c'est aussi une autre politique. Je vous repose ma question, Xavier Bertrand. Si Emmanuel Macron vous dit « venez, on se met autour d'une table et on voit s'il y a un programme de gouvernement commun », vous y allez ou vous dites non? Non, parce que ce n'est pas ce qu'il a choisi. Et si c'est pour se retrouver dans la même situation que Mme Borne aujourd'hui, la réponse est claire, c'est non. Vous voyez que même elle, aujourd'hui, semble remettre en cause cette méthode. Alors, je ne sais pas si c'est un numéro savamment orchestré ou pas. Elle pense être encore utile, vous le pensez aussi ou pas? C'est au président de la République de répondre à cette question. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas continuer pendant 4 années avec un tel malaise social, avec une telle absence de réforme d'envergure. Notre pays a besoin de se moderniser et on a besoin de réconcilier les Français. Vous dites qu'il faut réconcilier, mais vous ne voulez pas parler au chef de l'État pour un... Il y a quelqu'un chez vous qui est Philippe Juvin, qui lance une tribune en ce moment, qui réclame un Premier ministre LR à Matignon. Vous n'allez pas la signer, donc, cette tribune? Il est sincère, Philippe Juvin. Non, et en plus, je viens de vous le dire aussi. Oui. Chez les LR, il y a aujourd'hui ceux qui étaient pour la réforme et ceux qui pensent qu'il faut de la justice dans toutes les décisions. Est-ce que ce parti a encore un sens, LR? Oui. Ou est-ce qu'il va y avoir un schisme, comme l'a dit Jean-François Copé? Non, parce qu'on a vocation à rester ensemble, à travailler ensemble, mais il faut aussi que ceux qui étaient pour la réforme comprennent que ce pôle social, certains me disent que je l'incarne, je ne suis pas le seul, il y a aussi Aurélien Pradier, il y a Julien Dive, il y a Pierre-Henri Dumont, il y en a d'autres également. C'est compliqué, il faut qu'on se fasse de rester ensemble, qu'il y en a qui votent la censure, d'autres qui ne votent pas la censure, certains qui soutiennent le texte, d'autres qui ne soutiennent pas le texte. C'est compliqué quand même. Sur l'essentiel, on est d'accord ? Sur le respect de l'autorité de l'État, sur le besoin de valoriser le travail, ceux qui travaillent, ceux qui donnent du travail, sur le rétablissement de nos services publics, on est en phase. Et c'est ça qui est aujourd'hui le plus important. La seule chose, c'est qu'il faut que chacun comprenne que ce pôle social, ce pôle populaire, il a vocation à être respecté parce que ce que nous portons comme voie et comme solution, je pense qu'elles sont en résonance avec ce que veulent les Français. On sait que les ambitions ne manquent pas pour remplacer Elisabeth Borne, y compris au sein du gouvernement. Quand on entend les noms de Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou Sébastien Lecornu, vous dites que qui aurait le bon profil? Que ça ne changera rien à rien. Parce que c'est quelqu'un qui est issu de la majorité pour appliquer la même politique et que ça ne changera rien aujourd'hui au malaise profond qu'il y a dans notre pays. Vous voyez, on l'a vu avec... Pardon, mais et si Éric Ciotti, parce qu'il paraît qu'il dit le ministère de l'Intérieur, ça ne se refuse pas, et c'est quand même le patron de LR, s'il acceptait un poste au gouvernement, est-ce qu'il pourrait rester patron de LR? Écoutez, franchement... On va rester dans la politique fiction alors qu'aujourd'hui... Non, c'est pas de la fiction, non. Posez-lui la question, invitez-le et posez-lui la question. Est-ce que ça vous poserait un problème à vous que le patron de LR devienne ministre aujourd'hui? C'est à lui de répondre à cette question. Et je sais une chose, pour appliquer la même politique, ça n'est tout simplement pas possible et pas pensable. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais derrière, vous voyez, il y a eu la question des violences qui ne peuvent être cautionnées par personne. Mais on a aussi besoin de comprendre que les manifestations qu'il y a eu dans des villes moyennes, qui sont celles des classes moyennes, elles traduisent un malaise profond. Et on ne pourra pas rester 4 années en mettant le couvercle sur cette marmite sociale, c'est pas pensable. Et pendant ce temps-là, beaucoup de Français se disent « on a essayé avec tout le monde, ils ont tous échoué, ils nous ont tous déçus, il nous reste Marine Le Pen, finalement, avec elle on n'a pas essayé, pourquoi pas ?» La grande silencieuse, l'incompétence qui est celle du Front National. On a oublié les 2 débats des élections présidentielles, 2017-2022, où elle a montré qui elle était,
Et les Français n'ont pas voulu lui confier les clés. Et d'ailleurs, c'est une responsabilité du gouvernement qui est totalement unijambiste. Il attaque la France insoumise. Et je suis d'accord avec lui parce que l'attitude de M. Mélenchon, candidat à la présidentielle, est inqualifiable. Mais pendant ce temps-là, personne ne débusque le Front National. Il est trop indulgent, le gouvernement, avec le Rassemblement national ? Évidemment. Regardez bien aujourd'hui. Vous avez entendu la moindre proposition de Mme Le Pen sur les retraites ? Jamais. Rien du tout. Et donc, je pense qu'il faut bien montrer que les extrêmes ne sont porteurs d'aucune solution dans un pays qui a besoin de solutions. Merci beaucoup, Xavier Bertrand, d'être venu dans les 4V. Bonne journée à vous.